Apportez vos témoignages sur l'actualité. Appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vos appels, oui. ben oui, au 39 21, j'étais en train de lire les messages qui tombent par dizaines sur le fil Twitter, voilà, je suis désolé, vos appels au 39 21. Beaucoup de messages après l'intervention, effectivement, de François Ruffin. François Ruffin, effectivement, voilà. Beaucoup de messages. Au 39 21, avec vous, dans un instant, on parle de cette tribune réquisitoire signée par Martine Aubry et plusieurs de ses amis contre la politique du gouvernement. Vous soutenez ou pas, appelez-nous au 39 21, mais d'abord, donc Jean-Michel, le bio. Le bio, manger bio. Bonjour Dorothée. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous êtes à la Garenne-Colombe. Oui, exactement. Et alors, je lis sur la fiche que l'on m'a transmise, manger bio, c'est plus sain. Excusez-moi, j'ai pas entendu manger bio. Manger bio, c'est plus sain. Vous le pensez? Alors, oui. Pas totalement, en grande partie, mais pas totalement. En fait, moi, j'essaie de consommer, d'acheter bio le plus possible, notamment dans l'alimentation. Après, bon, je fais des petites dérives aussi dans les produits ménagers et dans les cosmétiques, mais mon budget principal, c'est quand même la nourriture. Et c'est quand même, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est quand même un privilège de manger bio. Ça reste très coûteux et ce serait bien que les prix soient abordables et beaucoup plus accessibles à tous. Mais après, la notion de bio, pour moi, elle est quand même utopique parce qu'on ne peut pas supprimer 100% les résidus chimiques et les produits qu'on importe ne sont pas d'autres pays n'ont pas la même réglementation qu'en France pour avoir de label bio forcément. Donc du coup, c'est quand même malgré tout limité. Donc il faut quand même faire attention de la provenance des produits bio qu'on achète. Mais donc vous êtes très attentive comme consommatrice. Alors quand vous allez dans un magasin, vraiment vous faites attention bio d'une part, mais pas n'importe quoi dans le bio. Exactement. D'accord. Ah oui. Là, l'alimentation, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, non seulement j'achète bio quand je peux, mais après, je regarde aussi d'où le produit vient. Et si je peux me permettre, Dorothée, c'est peut-être un peu bête, mais vous vous êtes formé comment? Les jugements que vous êtes formés, vous avez lu ou vous avez regardé comment est-ce qu'on a une culture de cette nature qui a l'air d'être la vôtre? Moi, j'ai toujours fait attention à mon alimentation. À la base, là, je suis végétarienne depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc, tout ce qui est alimentation, ça m'a intéressée. Alors, pas du tout un discours pour être végétarien, mais j'ai quand même cette sensibilité-là. Je ne prétends pas avoir la science infuse à ce sujet, mais j'ai la sensation de me dire que, quitte à mal manger, je préfère manger un aliment qui a le moins de substances néfastes pour mon organisme qu'un autre qui en possède 3 fois plus ou 5 fois plus. Donc, c'est ce que je me dis. Je raisonne comme ça parce que je pense que c'est pas possible d'avoir un aliment sain à 100%. Faut quand même pas oublier que le sel, les produits de la mer et l'eau, qui font partie des composants des alimentations dites bio, par exemple, ça peut pas être vérifié. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est sur 95%, quand on dit que c'est bio, il reste 5%, et les 5% ne le sont pas, ils ne peuvent pas l'être. Ils ne peuvent pas l'être, d'accord. Restez avec nous, Dorothée, Lord d'Autriche. Oui. Vous avez tout à l'heure, vous avez fait cette enquête pour Europe 1, vous nous en avez parlé tout à l'heure dans le journal. On n'apprendra pas grand-chose à Dorothée, visiblement. Non, c'est vrai. Et là où Dorothée a raison, c'est qu'effectivement, il y a des degrés dans le bio. Vous avez plusieurs labels et selon les labels, vous avez un niveau d'exigence, en quelque sorte, un niveau d'exigence et de critères. Et vous avez des labels plus restrictifs que d'autres. Et donc, effectivement, il y a plus bio, moins bio, c'est bio en général. Mais après, vous pouvez avoir certains labels, par exemple, tolèrent un peu d'OGM dans les ingrédients, jusqu'à 0,9%. D'autres, pas du tout. Voilà, donc c'est ça qui différencie. Il faut être très, très attentif au bio qu'on achète et au label. Et puis, on imagine que les prix suivent la hiérarchie des labels, non? Souvent, oui, absolument. Du coup, est-ce que vous évaluez, Dorothée, la somme d'argent supplémentaire que vous mettez par mois, ou je ne sais pas si un pourcentage, un chiffre, pour vous alimenter bio? Ça vous coûte cher ou pas? Quel est votre sentiment? Oui, ça coûte cher parce que parfois je peux pas me le permettre. Oui, ça coûte cher. Si moi je devais vivre tel que j'adorerais vivre, je pourrais pas me le permettre, faut être clair. Moi d'ailleurs quand j'achète bio, souvent on me dit mais tu peux te le permettre, et des fois je me justifie, je me sens obligée de me justifier, je dis non. Il y en a qui préfèrent acheter des cigarettes, de l'alcool, manger de la viande. Moi je compense et je préfère acheter peut-être moins ou différemment, mais c'est quand même dommage parce que ça devient un business, alors que ça devrait être quand même une cause, je sais pas, j'ai utilisé un grand mot, mais c'est quand même une cause de santé publique, et on devrait donner accès à tout le monde. Après, il y a du bio, low cost, bon,
ça sert à rien non plus. Parce qu'il y a plein de fraudeurs qui viennent là-dedans, ça marche, ils font vendre et puis tout le monde est content. Mais quand vous allez chez des amis, quand vous allez chez des amis, Dorothée, ils vous connaissent? Ils vous disent j'ai cuisiné bio pour toi, ou vous leur dites ça c'est pas bio, j'en mange pas? Ah non, j'impose pas. Hein. Non, j'impose pas. Ils cuisinent bio pour vous? J'ai certains amis qui cuisinent de temps en temps bio, donc c'est vrai que quand on se voit, ils me font un repas bio, mais si je veux avoir une communauté bio autour de moi, il faudrait que je fasse le tri, ça m'intéresse pas. Donc c'est pas un critère. Donc quand je suis avec des amis, ce qui compte c'est de passer un bon moment. L'important c'est que quand je suis chez moi, que j'essaie de tendre le plus possible vers cette philosophie, on va dire ça comme ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup Dorothée pour votre témoignage extrêmement réfléchi et documenté sur la nourriture bio. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir Dorothée. Bonjour Denis. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Léon, dans les Côtes d'Armor. Exactement. Et le bio, vous y êtes aussi très attentif? Oui, je suis très attentif à l'étiquette, mais si vous permettez, je voudrais répondre à Dorothée là, qui vient de parler avant moi. Bien sûr. À propos du bio, qui laisse sous-entendre quand même que c'est forcément plus cher. Oui. Mais moi, je voudrais quand même réveiller un peu la conscience du consommateur qui sommeille en chacun d'entre nous. Quand on consomme du bio, on consomme du produit plus brut et plus naturel, donc on est plus vite rassasié, donc on en mange moins. Oui, Prenez l'exemple du pain industriel et du pain bio, vous verrez tout de suite la différence de la consistance de la mie. Vous achetez du pain, vous achetez du produit, vous n'achetez pas de l'air et du volume. C'est-à-dire que je pense que ce que voulait dire Dorothée, c'est que ça coûte plus cher quand on passe à la caisse, après... par produit, quoi, je veux dire. Après, effectivement, si on compte tout... Le cerveau et l'estomac, eux, compensent, si vous voulez, mais c'est un peu inconscient tout ça encore aujourd'hui. Le bio, c'est pas cher. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. C'est un peu moins cher que ce que les gens pensent. D'accord. Et vous, c'est tout bio, c'est-à-dire la nourriture... non, c'est impossible. Les produits... Non. Non, hier vous parliez des produits corporels. Moi, si je veux du savon de Marseille, du véritable savon de Marseille, il vaudrait mieux que j'aille me servir à la savonnerie pour savoir avec quoi je me lave. Hein. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les étiquettes ne sont pas sincères et transparentes comme elles le laissent entendre la plupart du temps. Vous pensez que ces étiquettes peuvent contenir des informations fausses? C'est pas qu'elles contiennent des informations fausses, c'est que l'essentiel est masqué et qu'il faudrait avoir fait biologie bac plus 10 pour comprendre ce qu'on mange aujourd'hui, et c'est grave. D'accord. Laure d'Autriche, vous confirmez ça? Oui, c'est vrai qu'il y a un aspect marketing, c'est ce que disent beaucoup d'experts aussi, des spécialistes du bio. Il y a un aspect marketing qui est très présent dans la mise en avant de ces produits-là. Et il y a aussi parfois la fraude, il faut le dire. C'est-à-dire que la fraude existe dans tous les secteurs, dans de nombreux domaines. Elle existe aussi dans le domaine du bio. Et notamment, chaque année, 10% des produits sont déclassés. C'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas aux règles. Voilà, donc la fraude aussi existe. C'est un petit pourcentage, mais ça existe aussi dans le bio. Alors vous êtes actif, Denis, puisque vous avez signé une pétition contre le savon de Marseille qui ne contiendrait plus d'huile d'olive, c'est ça? Oui, il y a une pétition en ce moment qui circule sur le net et j'invite les auditeurs et les auditrices à se renseigner. C'est sur change.org. Ouais. Parce qu'il y a je veux balancer, moi je suis marié avec l'Occitane de Provence et les laboratoires cosmétiques qui ont déposé leur propre cahier des charges auprès de l'IGP pour avoir le droit de fabriquer du savon de Marseille, loin de Marseille, pour avoir le droit de fabriquer du savon de Marseille sans huile d'olive en y mettant de l'huile de palme. Alors c'est beau le progrès franco-européen. Alors moi j'ai écrit à Madame Martine Pinville, la secrétaire d'État qui est auprès du ministère donc, de l'Artisanat. Allez, je lui dis, en gros, après les herbes de Provence made in n'importe où, après la tentative de fabriquer du vin rosé traditionnel en mélangeant du vin blanc avec du vin rouge, après la tentative de faire du chocolat sans beurre de cacao, voici le véritable savon de Marseille parasité par l'industrie des profits. Bon. Alors je lui demande, à quand le lait de vache sans vache? C'est une bonne question. Quand j'ai dit balancer, comme je ne savais pas trop de quoi vous alliez parler, comme je connais pas du tout... Vous avez peur, vous avez déjà été chaudé avec M. Ruffin tout à l'heure. Comme je ne connais pas du tout le dossier, je ne suis pas trop capable là de... En tout cas, Laure d'Autriche, ce qu'on constate, c'est que... Il y en a qui en connaissent un rayon. Absolument. Ah, il y a des spécialistes. Ah oui, ça me plaît bien, ça. Bon, mais écoutez, bravo, Denis. Voilà. Les Bretons, on l'est pas, vous savez. Regardez votre accent, il est très bien à l'antenne. Vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention de le perdre. Mais c'est bien. C'est très gentil de le dire comme ça et je vous souhaite une très bonne journée, Denis. À vous aussi, merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonjour, Sophie. Bonjour. Vous êtes au Petit Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Oui, comme dirait mon fils quand il était petit, je suis à Grand Clamart, mais c'est pas grave. Vous êtes à Grand Clamart, d'accord. Mais le Petit Clamart est passé dans l'histoire, pour des mauvaises raisons certes, mais voilà, on s'en souvient. Vous êtes un peu agacé quand on remet en cause le bio, c'est ça?
Oui, je suis agacée parce que on a heureusement quand même quelques personnes qui peuvent nous éclairer, notamment les agriculteurs. Quand on est auprès des agriculteurs qui souffrent de cancer et de nombreuses maladies et qui, quand ils se retrouvent à la retraite, se mettent au potager bio, quand ils nous disent méfiez-vous, n'achetez pas le pain qui n'est pas bio, on le voit tous les jours, le nombre de traitements a augmenté, ils traitent à toutes les saisons maintenant. Achetez bio, achetez vos pommes bio. Enfin voilà, on est prévenu par quand on a la chance de connaître et de pouvoir vivre auprès des agriculteurs. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de Bruxelles, moi je suis scandalisée actuellement. Ils sont en train d'essayer d'assouplir les normes du bio. Oui. À Bruxelles, il faut savoir, ça vous le savez très bien, et c'est par vous les journalistes, heureusement que nous sommes informés. Il y a des salles réservées pour les lobbyistes des sociétés comme Bayer, comme Monsanto, enfin tristement célèbres, qui font en sorte que nos députés votent des lois qui les arrangent. Et la PAC, la politique d'agriculture commune, d'agriculture commune, je crois que c'est comme ça qu'on dit, la PAC. Oui, pourquoi n'aide-t-elle pas les agriculteurs qui le demandent et qui souhaitent passer en agriculture raisonnée, en agriculture bio? Là, les prix baisseraient. Les agriculteurs sont demandeurs, mais ça coûte très cher de passer d'un système où c'est facile de pulvériser et puis d'un système où il va falloir travailler beaucoup plus avec les bras, qui va être moins rentable. Voilà. Alors moi, j'ai la chance d'être aisée, de ne pas avoir de problème. Donc, j'essaye de jouer mon rôle. J'achète bio pour moi, pour mes enfants, mais j'achète bio aussi pour soutenir les gens. Et c'est vrai, quelqu'un disait que c'était cher, mais c'est cher quand on va au supermarché et puis qu'on remplit un caddie, puis qu'il y a une partie des fruits qui pourrissent et des légumes qui pourrissent. Ça, c'est très cher. Quand on achète du tout transformé, c'est très cher. Mais quand on achète à peu près tous les jours à des commerçants, à des producteurs ou des commerçants avec qui on discute et qui nous disent où ils vont chercher leurs petits produits, eh bien, on n'en perd pas. On arrive à faire de la bonne cuisine. C'est pas beaucoup plus compliqué. Et on espère, je dis bien on espère, qu'on nourrit mieux nos enfants et qu'on fait quelque chose de bien pour la planète. Je dis bien on espère. Et en tout cas, vos enfants sont sensibilisés à cette question, évidemment. Ah, ils se moquent de moi. Ils se moquent de vous. Ah oui, moi je suis bobo pour eux. Ah, c'est vrai. Ça les fait beaucoup rire. Mais moi je m'en fiche. Je les nourris comme ça depuis toujours, et puis ils vont quand même au McDo, mais au moins ça compense, ça compense les frites. Laure, oui. Madame parle à l'instant du bio au niveau européen. Effectivement, ce qui se passe en ce moment, c'est que l'Europe a l'idée, envisage d'assouplir les critères d'obtention justement du label bio. Il y a la commission agriculture du Parlement européen qui envisage de supprimer le seuil de contamination. Alors on en est qu'au début, mais ça a un objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que les grandes groupes de production traditionnels, les grandes entreprises traditionnelles, les grandes fermes, peu à peu se tournent vers ce genre de production-là avec moins de contraintes. On est sur ce système-là. Mais oui, les choses avancent, vous voyez. Lentement, toujours trop lentement, mais elles avancent. Oui, mais en fait, on va libéraliser les normes pour pouvoir avoir plus de monde. C'est un peu comme on arrête de mettre les gens... On sort les gens de prison on change la loi parce que les prisons sont pleines. Il faut arrêter. Il faut continuer à avoir des normes qui soient respectueuses de l'environnement et aider les agriculteurs à passer à ces normes parce que c'est difficile pour eux. Et il faut aller voir, les statistiques le disent, il y a des émissions qui sont trop bien faites, il y a Élise Lucet, il y a certaines fois sur Europa, ça dépend des émissions. Quand on lit aussi la presse, ce que disent les agriculteurs, l'état de santé des agriculteurs, il y a un taux de cancer, un taux de maladie énorme parce qu'ils sont eux au contact des pesticides. Voilà. Et quand on me dit, parce que c'est aussi l'autre truc, ah oui, mais de toute façon, ton champ bio à côté de l'autre champ bio, de toute façon, il prend des produits. D'accord, mais au lieu de prendre 100% du produit, s'ils prennent quelques gouttes, je préfère quelques gouttes. Voilà. Est-ce que je peux dire, Sophie, que vous êtes intarissable sur le sujet? Oui. Bon. Je vais me taire. Non, pas du tout. Mais comme vous avez tout dit maintenant, voilà. En tout cas, je vous remercie. C'était un témoignage très argumenté. Je vous remercie d'avoir appelé le 3921, Sophie. Je vous remercie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Jeanne. Hello. Vous êtes à Courquetaine, en Seine-et-Marne. Exact. Il fait beau? Oui, c'est petit. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est chouette. C'est bien, c'est chouette. Oui, parce que en fait, je vous demande ça, c'est bête comme question, j'en conviens. Mais Courquetaine, je me suis dit, tiens, ça doit être un joli petit village, ça doit être bien. C'est un nom un peu sud, n'est-ce pas? Oui, un peu. Quand j'ai regardé le département, je me suis dit Seine-et-Marne, tiens, j'y pensais pas spontanément, mais voilà, c'est très joli, la Seine-et-Marne. Très, et alors, très le bio varié. Le bio, pour vous, ça représente quoi? Ah ben, le bio, je ne mange que bio. Bon, je m'y suis mise il y a environ 10 ans.
Oui. En même temps, non, je suis déjà devenue végétarienne et puis ensuite j'ai commencé à chercher un peu, à lire les étiquettes. Internet, ça dit, c'est vrai, ça dit tout et n'importe quoi, mais enfin, on apprend quand même beaucoup de choses. D'accord. Et donc, du coup, j'ai commencé à lire les étiquettes, j'ai commencé à faire attention. Et puis, comme à l'époque, j'étais un petit peu question finance, un petit peu serrée. Je me suis dit, mais c'est merveilleux. Il y a du bio dans les grandes surfaces, merveilleux. Je vais y aller. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, les lectures faisant, les recherches faisant, évidemment, je me suis aperçue qu'il y avait une énorme différence entre le bio que vous pouvez acheter en grande surface et le bio que vous achetez par exemple en Biocoop. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et maintenant, je suis cliente de Biocoop. Quelquefois, je m'égare vers des styles naturels, etc., qui vendent aussi des choses intéressantes. Mais enfin, je suis beaucoup plus vigilante parce que, parce qu'on peut trouver là aussi des choses sous le label AB. Qui sont bio un peu d'opérette. En fait, je vais vous dire, je comprends votre raisonnement. Je ne fais pas confiance au label AB. Bon, écoutez, voilà le label AB habillé pour l'hiver. Il est habillé pour l'hiver. Parce que et l'Ordre d'Autriche, il faudrait soit lui ajouter une couche, soit l'alléger. Écoutez, l'Ordre d'Autriche... Sur le label AB, effectivement, vous avez pas 100% d'ingrédients bio, mais 95% au minimum. Ça veut dire que voilà, c'est déjà pas mal, 95. Mais vous avez encore... C'est un label exigeant. Vous en avez encore d'autres, comme le label Biocohérence, par exemple, qui est encore plus exigeant et qui, lui, vous promet que le produit fini sera composé d'ingrédients 100% bio. Voilà. D'accord. Vous connaissez ces labels, Jeanne ? Non, quand je vois Déméter, alors là, je fonce, parce que Déméter, c'est un bureau indépendant qui fait ses analyses et qui est très intransigeant. C'est effectivement un label de référence aussi, oui. Ben voilà, vous êtes raccord, c'est formidable. Ouais. Bon, très bien. Eh bien, Jeanne, je vais vous souhaiter une bonne journée à Courquetaine. Au revoir. Et je voulais, avant de reprendre le dialogue avec vous au 3921, signaler un tweet de Maryse Burgot, journaliste à France 2, qui suit le président de la République, et qui nous dit donc, mauvaise journée pour François Hollande, la tribune de Martine Aubry, ça on va en parler, et son A330 en panne en ce moment sur l'aéroport de Lima au Pérou. Alors on n'a pas plus de précision. C'est une bonne info, ça tient. Sur la 330, on n'a pas plus de précision pour l'instant. En revanche, la tribune, on l'a lu, la tribune de Martine Aubry et de 17 autres signataires. On a voulu en parler avec vous au 3921. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est ça. Bonjour Patrick. Bien, bonjour. Vous êtes à Dijon ? Exactement, oui. Huile de la moutarde. Dijon de la moutarde, bon d'accord. Et alors la moutarde est montée au nez de Martine Aubry et au vôtre aussi ? Bien sûr, elle a bien raison. Ah, c'est vrai ? Tout à fait. Enfin, des socialistes qui se rebellent contre la politique, on va dire, centre-droite de M. Hollande et son gouvernement. Vous avez voté pour François Hollande en 2012 ? Oui, beaucoup. Vous êtes déçu ? Eh bien, au départ, pas trop, parce qu'il avait quand même à reprendre un pays qui avait été complètement ruiné par l'ancien président. Mais maintenant que ça va faire bientôt 4 ans qu'il est au pouvoir, on s'aperçoit qu'il ne fait rien vraiment pour aider l'ouvrier à avoir une vie un peu plus meilleure qu'il ne le subit en ce moment. Et donc vous dites bravo Martine Aubry ? Je dis bravo, oui, à Martine Aubry. Mais ça sert à quoi à 1 an de la présidentielle ? Parce que moi je me dis, Martine Aubry dit ce que fait François Hollande, Emmanuel Valls, c'est nul. Bon, très bien, c'est son jugement, c'est le vôtre. Bon, enfin, mais c'est cuit alors. C'est-à-dire en 2017, ça va être une bérésina pour la gauche. Ah, ça risque. Hein. De toute façon, ils font tout pour justement perdre ces élections avec la politique qu'ils mènent actuellement. Et c'est vrai que Martine Aubry a peut-être accumulé beaucoup d'actions qui n'étaient vraiment pas sociales, qui n'étaient pas dignes de socialistes. Et là, la nouvelle loi sur le travail, je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase. D'accord. Mais alors, c'est la droite qui va gagner en 2017. Si la gauche se divise comme ça, c'est la droite qui va gagner en 2017. C'est la droite, elle se divise aussi avec toutes les affaires que ont les ténors. C'est pas évident parce qu'on s'aperçoit que c'est pas très beau non plus de leur côté. D'accord. Donc, il est vrai qu'il est difficile de dire qui va pouvoir gagner pour remporter ces fameuses élections 2017. D'accord. Bon, on va attendre un peu, mais en tout cas, vous dites, Martine Aubry, ce que vous avez fait, c'est bien. Voilà. Son coup de gueule. Vrai. Déjà, quand elle était dans les anciens gouvernements où elle était ministre, elle faisait vraiment des belles choses. Et son coup de gueule, je pense que beaucoup de Français l'attendaient. S'y retrouvent. D'accord. Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir livré votre sentiment. Je vous en prie. Et je vous souhaite une bonne journée à Dijon. Merci, et puis à vous, bon courage. Merci beaucoup. Bonne journée, Patrick. Bonjour, Raymond.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Vous êtes à Cutry, en Meurthe-et-Moselle. C'est ça. Vous êtes de gauche, vous? Je suis de gauche. Et alors? Aubry ou Hollande? Hollande. Ouais. Mais j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous écoutent, et j'espère qu'ils sont nombreux, qu'en France, on a quand même 6 millions de chômeurs. Oui. Et pratiquement 10 millions de pauvres. Oui. Je ne pense pas que ce que Martine Aubry fait aujourd'hui, et la bande de frondeurs, de l'extérieur, va changer grand-chose. Si Martine Aubry voulait changer quelque chose, elle n'avait qu'à rentrer dans les gouvernements successifs. Et ne pas aboyer comme elle le fait depuis de longs mois. Ah oui, donc vous êtes d'accord avec elle sur le fond, mais vous trouvez... Non, pas du tout. Non, Martine Aubry, pour moi, Martine Aubry est une passée. Est une quoi, pardon, ce que vous avez dit? Une femme du passé. Ah, une femme du passé. Mais ça veut dire... une femme de 1981, Martine Aubry. Oui, elle était jeune en 1980. Elle était conseillère technique dans un des ministères du gouvernement Mauroy. Mais pas en 80. Après, non, après 80. Après, elle a été ministre en 97. Voilà, mais ça veut dire que vous défendez la politique de François Hollande, alors? Je défends la politique de François Hollande sans pour autant la défendre, parce que les patrons ne sont pas blancs non plus. Mais de toute façon, contre le chômage, il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose et qu'on essaye de faire quelque chose. D'accord. Donc la loi El Khomri, elle a du bon, elle a du mauvais, comme toutes les lois. Alors faisons-la, appliquons-la. Et comme de toute façon les socialistes seront éjectés en 2017, eh ben au moins la loi là elle aura le mérite de fonctionner pendant 5 ans. Et quand ils reviendront peut-être en 2022, si ça n'a pas marché, ben ils pourront de nouveau changer. D'accord. Mais qu'on essaye quelque chose contre ces 6 millions de personnes qui ne peuvent plus travailler. D'accord. C'est un drame que ces gens-là, Martine Aubry et tous ses collègues là, qui gagnent des 10 ou 15 000 euros par mois, critiquent ce que l'on va faire pour que des gens puissent gagner 1 400 euros par mois. Je comprends votre raisonnement, Raymond. Hélas, la ligne téléphonique est pas très bonne. Alors des fois, vous êtes un peu haché, mais on a bien compris que vous défendez la politique du gouvernement, même si vous l'approuvez pas à 100%, et vous regrettez la sortie de Martine Aubry qui s'affiche à la une du Monde. Le coup de colère de Martine Aubry que nous avons détaillé dans le journal d'Europe Midi. Merci beaucoup, Raymond, d'avoir appelé le 39 21. Bonjour, Édouard. Oui, bonjour Monsieur Apathy, je suis très heureux de vous écouter. Mais nous sommes heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Alors moi je vais aller vite parce qu'il y a déjà ce monsieur qui a dit beaucoup de choses qui me faisaient plaisir, puisque moi je suis plutôt un adepte de Monsieur Hollande. Ça s'est pas venu d'un jour et je me suis pas réveillé un matin de dire ah Monsieur Hollande. C'est-à-dire que moi je m'identifie à Monsieur Hollande. Je suis un pragmatique et cet homme est un pragmatique. Vous savez la politique un matin il y a quelque chose, déjà l'après-midi ça change. Hein. C'est plus bon. Alors moi je suis très triste de Madame Aubry, elle se disqualifie avec tous les fraudeurs, je dis bien les fraudeurs, et je ne supporte pas ça. Voilà. Bon, alors je voulais lancer juste un petit mot. Allez-y. J'ai trouvé ça, il ne faut pas laisser le monopole de la compétence à la droite. Voilà, c'est ce que fait M. Hollande et M. Valls et M. Macron. C'est moderne, c'est maintenant. 1972, c'est fini. Monsieur Marché est mort depuis longtemps. Le programme commun, ça n'existe plus. Il faut rentrer dans notre temps. Et je crois que Monsieur Hollande l'a compris. Maintenant, il lui reste peu de temps. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de réformes qui vont être faites qui ne seront peut-être pas au bénéfice de la gauche. Mais je voudrais dire aussi quelque chose. C'est que Monsieur Hollande est entre 20 et 26% d'intention de vote. Oui, il est assez bas, oui. Eh ben, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal, mais alors pour le coup, vous avez raison, c'est pas mal comme ça. Au premier tour, il était à 26% la dernière fois. Le tout maintenant, c'est qu'on n'ennuie pas avec avec comment on appelle choisir le président, avec la primaire. Il y a beaucoup de sondages, mais juste pour être précis, Édouard, là-dessus, la plupart des sondages qui sont faits aujourd'hui donnent François Hollande en 3e position au premier tour, c'est-à-dire pas qualifié pour le second. Mais voilà, après, ce ne sont que des sondages. J'ai vu M. Chirac avec 16% qui est devenu président de la République. En 95, oui. Eh oui. Alors, vous savez, rien n'est fait. Ah non, mais je ne disais pas ça. Mais je disais juste, puisque vous citiez les sondages, que s'il a 20 ou 21% d'intention de vote, il est quand même derrière Marine Le Pen et soit Marine Le Pen, soit Nicolas Sarkozy, soit Alain Juppé. Oui.
moi, je vois que le premier tour, c'est qu'il faut que la personne sorte. Il faut qu'il y ait 2 personnes. Attends, je vois pas. Mais c'est pas cuit. Bon, admettons que ce soit cuit. Eh ben, c'est pas grave. Non, c'est pas cuit, mais ça aurait été quelqu'un que j'ai apprécié. Voilà, et qui a changé les choses. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Édouard, pour votre appel. Bonne journée, depuis merci. Nice, et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour, Louis. À vous aussi, merci. Vous êtes à Paris ? Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes ou définissez pas vraiment de gauche aussi, oui, non ? Bah écoutez, comme quelques-uns, je suis de gauche, et je le reste dans mon esprit, mais en même temps, en vous appelant et en ayant la chance d'avoir la parole grâce à Europe numéro 1, je suis surtout citoyen et citoyen du monde. Et alors Martine Aubry, vous en pensez quoi ? Elle a raison de pousser son cri de colère ou pas ? La colère non, le cri non plus. Qu'elle s'exprime, oui, je trouve ça bien, comme bien d'autres. Ah oui. C'est simplement le fait qu'à gauche comme à droite, il faut qu'on s'exprime. C'est le moment, apparemment, on est parti pour la nouvelle campagne électorale. Et vous, les journalistes, vous faites énormément de boulot là-dessus. Ah oui. Et la preuve, c'est qu'on peut s'exprimer. Je pense qu'il ne faut pas craindre de dire que la campagne est lancée. Et donc, comme l'a dit... je crois Édouard, oui. Il faut se préparer et commencer à faire des comptes. Donc, à gauche, il faut sûrement débattre. Je pense que ça commence par un débat. Alors les cris pour le débat, c'est peut-être pas la meilleure solution. Non, mais je parlais de cris parce que c'est une manière de dire que Martine Aubry dit voilà, la politique c'est pas bien. Voilà, je dis pas qu'elle crie, hein, c'est un appel qu'elle lance. Voilà. Non. Oui, bon, voilà, oui, c'est mieux. Voilà. Oui, c'est mieux. Mais en tout cas, j'ai compris l'état d'esprit qui est le vôtre, c'est qu'il faut débattre parce que les problèmes sont devant nous et on n'a pas l'impression d'avoir toujours trouvé les solutions. Oui, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils vont aussi, et ce qu'ils essayent de faire aussi à droite, au centre d'ailleurs, aussi, et c'est bien pour les Français. Et je trouve que c'est un bon moment qui est venu, on en a besoin. Les années qu'on a passées là ont été très difficiles. J'habite dans le 20e à Paris où les attentats ont sévi 2 fois. On a tremblé avec, toute la France a tremblé, le monde entier a tremblé. On peut penser que tous ensemble, on va faire des efforts et au moins débattre. On a beaucoup de problèmes, on a donc une élection qui arrive et nous aurons l'occasion de regarder attentivement les problèmes qui sont posés à la société française et les réponses que les uns et les autres veulent y apporter. Merci Louis d'avoir participé à ce débat par l'intermédiaire du 39-21 sur l'antenne d'Europe 1 et nous reprenons notre dialogue demain à 13h10.